l'idée, c'est de parler, bien sûr, de ce scolite qui nous fait beaucoup de mal dans nos forêts. On l'a vu arriver dans beaucoup de forêts. Je crois qu'on va parler aussi des Vosges, puisque c'est effectivement un exemple, c'est d'aller un petit peu plus vite là-bas. Maintenant, ça y est, la Haute-Savoie est impactée. On va nous se limiter à la Haute-Savoie. On va faire deux discussions, si vous voulez bien. Donc, première discussion, on va faire un constat. On va voir ce qui est en train de se passer et comment, et merci à tous d'être là pour apporter votre regard, comment vous, dans votre institution, dans votre activité, vous êtes impacté. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir parler avec les communes, avec les forêts privées, les forêts publiques, avec le département, et puis avec l'État, avec les territoires. On va pouvoir effectivement parler de cet impact subi. Je vous propose de commencer. Par contre, je vais demander à Sylvain, il est là. Sylvain nous a préparé une carte. Il va nous commenter, comme ça on a tous le même regard sur ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est très parlant. Hein. C'est une carte qui nous montre en fait, c'est l'évolution. Voilà, c'est une Sylvain. petite... vous allez voir apparaître les petits points noirs et Attends, on va s'arrêter, tu peux l'arrêter ou pas? Juste que je présente comment c'est... Non, alors on ne peut pas. Donc en fait, les petits points noirs que vous voyez, c'est les repérages satellites de l'évolution du repérage par les satellites d'un changement de couleur et donc qui illustre les peuplements qui sont en train de sécher sur votre territoire. Donc là, on est sur le secteur de Cluses. Donc là, on est début 2022. Vous voyez un petit peu les tâches. Est apparue la partie, la tempête de juillet 2019 sur ce secteur de Nancy-sur-Cluses. Et là, vous voyez l'évolution. On arrive en 2023 et vous voyez l'aggravation de la totalité des peuplements qui sont en train de dépérir sur le département. On recommence. 2018, quelques petits spots. Ça relève également les coupes rases. Hein. Donc, les quelques petits spots, mais on voit que ça commence juste à arriver. 2019, le coup de tornade. Et là, vous allez voir que ça s'aggrave 2021, 2022 et 2023, avec une accélération considérable du dépérissement des peuplements souvent d'épicéa sur le secteur de la Haute-Savoie. Je trouvais que c'était mieux qu'un long discours. On a plus de 350 000 m3 de bois scolité sur les deux départements en forêt privée, sans doute plus de 200 000 en Haute-Savoie seulement. Voilà, ça donne une représentation du phénomène. C'est vraiment une tempête silencieuse, c'est très préoccupant. Il y a une perte financière qui est considérable pour les propriétaires en particulier. Voilà. Merci Sylvain Ougier du CNPF. Claude Muffat, puisque on a commencé avec le CNPF, on va voir avec vous. Vous êtes élu, conseiller Haute-Savoie, vice-président aura du CNPF. En fait, le message aux propriétaires, votre message principal, on est confronté aux scolites. On fait quoi? On répare? Oui, alors... Moi, je suis avant tout un propriétaire forestier. Les élus du CNPF, ce sont des propriétaires forestiers, donc je ne suis pas le seul aujourd'hui, mes collègues sont là. On est avant tout des hommes de terrain. Sur le terrain, pour les forestiers, c'est un peu compliqué, dramatique aujourd'hui, parce que quels que soient les efforts qu'on ait pu faire pour gérer nos forêts, lorsque le scolite arrive, on est obligé d'intervenir. Le scolite, il est lié à ce dérèglement climatique, mais surtout à la vitesse à laquelle les choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on a eu une évolution du climat en très peu de temps. On s'est rendu compte dans les 4 dernières années que ce scolite prenait une grande place dans nos départements parce que nos arbres ont manqué d'eau. On l'a tous vu quand on se promenait en Haute-Savoie. On a moins de neige. En février, d'habitude, il fait très froid. On n'a plus le froid qu'on avait. Oui, c'est le stress hydrique qui pose effectivement beaucoup de problèmes puisque le scolite aime bien les arbres en difficulté. Absolument, il les attaque. Et le problème, c'est comme j'aime bien cet exemple-là, dans une cour d'école, quand on a un enfant malade, eh bien, si on n'enlève pas de la cour d'école, il amène la maladie aux autres. Et on se passe la maladie des uns aux autres. Alors, la difficulté, c'est que derrière tout cela, le prix du bois a bien entendu baissé puisque nos bois sèchent, donc économiquement, c'est compliqué.
On a également un problème complexe, plus en Haute-Savoie qu'ailleurs, parce qu'on a une multitude en Haute-Savoie de petites propriétés, contrairement à d'autres départements français. On a eu des crises Covid, par exemple, dans le Grand Est. Le marché était porteur et les propriétés étaient plus grandes. Ici, on a une multitude de petites propriétés. Donc, quand le scolyte attaque une petite propriété, il faut réagir tout de suite. Vous êtes tous des propriétaires forestiers ici, vous êtes tous inquiets, je pense. Le meilleur moyen de stopper la maladie, c'est d'intervenir au plus vite, de couper ces bois secs, de couper les bois verts qui sont autour de ces bois secs. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Donc, Alors voilà, la première, il faut intervenir vite, mais il y a des freins et on va en parler justement avec tout le monde autour de cette table. On verra justement que il y a loin de la prise de décision et au résultat, parce que c'est pas facile d'intervenir vite. Une fois qu'on intervient, cette forêt, il va falloir aussi la faire évoluer. Alors oui, c'est la suite logique des choses. Alors pour cela, vous êtes aidé par le CNPF. Nous avons Bioclimsol qui permet d'analyser les sols. On en a un peu parlé tout à l'heure, oui. Sylvain a brillamment parlé de tout cela. On analyse les sols, on tient compte de l'exposition et on peut vous dire aujourd'hui les essences qui sont supposées remplacer les essences colitées. Le conseil qui a été donné tout à l'heure, et je pense qu'il faut bien le garder en tête, c'est qu'il faut évidemment replanter avec toutes les problématiques de plantation. On parlait des problèmes sylvocinégétiques et surtout du coût pour le propriétaire, mais il faut aussi valoriser la régénération naturelle. Cette régénération naturelle, elle est un peu partout dans des périodes comme celle qu'on a connue là ces derniers temps avec beaucoup d'eau. Le sol a permis à cette régénération naturelle d'apparaître. La problématique de la régénération naturelle, c'est qu'on est sur des essences qui sont des essences identiques à celles qui étaient présentes, c'est-à-dire épicéa, sapin, et qu'on peut espérer que génétiquement parlant, les nouvelles essences qui remplacent les anciens bois vont permettre de tenir dans le temps, mais on est dans une situation où rien n'est vraiment garanti et sûr. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire le maximum pour, couper les arbres ostrichés, les remplacer dans la mesure du possible, gérer au mieux ces forêts, et puis espérer que le climat ne va pas continuer à monter comme il monte, parce que Bioclimsol, si le climat continuait d'augmenter à la cadence à laquelle il augmente, bien, le Bioclimsol aujourd'hui, ça ne sera pas le Bioclimsol de demain. Et puis on va finir par plus avoir de modèles, parce qu'on essaie de regarder, vous savez, mais comme ça change partout, effectivement, et comme Sylvain Ougier l'a dit tout à l'heure, le problème de la forêt, quand on plante, il faut 30 à 40 ans pour savoir comment ça va évoluer. C'est à l'opposé du monde actuel. Le monde actuel, tout va vite. Et oui, on voudrait que ça soit sur 24 heures, et là on parle de 30 ans. C'est donc pour cela que tous les produits qui sont mis en œuvre par l'IDF, par exemple, pour essayer de trouver des nouvelles générations de bois, des nouveaux bois à planter qui seront moins consommateurs d'eau, eh bien, on va les avoir dans quelques temps, mais il faudra bien évidemment quelques années pour dire on a pu réussir quelque chose. Merci Claude Muffat. On va donner la parole, le micro à l'ONF, Maxime de Banizette. Vous êtes responsable Bauges de Lac du Bourget. Vous avez été responsable il n'y a pas très longtemps d'Annecy, donc vous connaissez bien toute notre région de Haute-Savoie. On va parler de la forêt publique, qui bien sûr, Maxime de Banizette, vous êtes comme tout le monde, vous êtes confronté, vous êtes d'accord, j'imagine, sur le constat, avec un chiffre qui est très parlant, c'est sur le nombre d'arbres récoltés malades. Quand on compare sur 10 ans, déjà, on comprend vite. Oui, alors, oui, ça marche. donc bonjour à tous. Effectivement, la situation elle est sans précédent. La forêt publique, comme la forêt en général, vit quelque chose d'exceptionnel et en fait, on est obligé de réinterroger l'ensemble de nos pratiques, puisque nos certitudes de forester qui étaient de planter, puis on savait ce qui allait se passer derrière, aujourd'hui elles volent tout en éclats. Donc aujourd'hui on constate des dépérissements massifs, comme on peut le voir là, comme vous le voyez sur la carte Fordec, avec un impact, on va dire, de l'ordre de sur les récoltes publiques. On est quasiment à la moitié des bois récoltés qui sont des bois liés au changement climatique. Donc 1 sur 2.
1 sur 2. Alors, ce n'est pas 1 sur 2 de scolarité, puisque aussi on adapte les pratiques, comme je disais. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on a des forêts qui sont en bonne santé, eh bien, on va plutôt reporter nos coupes de bois sur les forêts dont on sait qu'elles sont en déséquilibre, de manière à aussi valoriser au mieux les produits pour les propriétaires. Donc, en fait, vous êtes dans l'adaptation permanente, ce qui fait que normalement, vous basez votre travail plutôt sur une gestion durable, mais le mot durable, là, il ne veut plus dire grand-chose maintenant pour vous. Oui, la durabilité, c'est compliqué. Nos services aménagement, donc ceux qui produisent les documents de gestion durable, se grattent bien la tête, puisqu'on était habitué à produire des documents sur 20 ans. Aujourd'hui, voire à 5 ans, c'est déjà compliqué. Donc, on adapte déjà des aménagements, on va dire des plans de gestion de crise. Et puis sur nos pratiques au quotidien, on est très humble, on essaie de se rattacher aux réalités du terrain et on n'essaie surtout pas d'inventer une martingale qui nous permettrait d'avoir la solution à tout, mais systématiquement, comme ça a été évoqué ce matin, on va regarder sur les parcelles, qu'est-ce que j'ai exactement comme station forestière, quelle est vraiment l'adaptation locale, très locale de ce qu'on peut faire, et justement de dire, bien, là, ça peut encore tenir, là, on peut intervenir de telle ou telle façon, ou là, attention, ça a passé un certain cap et il faut tout couper. Donc tous vos process sont impactés. Quand vous faites les désignations de coupe, vous êtes obligé de, en permanence, modifier vos pratiques. Oui, alors bien évidemment, on retire tous les arbres qui sont malades et qui sont en cours d'attaque, mais également on modifie, on va dire, notre sylviculture avec, on s'appuie encore plus sur la futée irrégulière, encore plus sur des mélanges d'essence et puis sur une stratification, on fait en sorte d'avoir plusieurs étages de végétation pour maintenir des ambiances forestières et résister aux coups de chaud qu'il peut y avoir maintenant de plus en plus souvent. Et vous parliez de la politique de DFCI, là aussi en accord avec le département aussi, également. Le département et la DDT. Et la DDT. Et effectivement, on fait un énorme travail face à cette thématique qui est nouvelle pour nous. On a beau être en Haute-Savoie, on est vraiment concerné. Et les feux de forêt sont aujourd'hui une vraie question. Donc avec la mise en place des documents cadres comme le PDPFCI et l'accompagnement du département à travers le SDIS qui a été renforcé dans ses moyens. Donc pour vous, le partenariat, là en tout cas, avec le département, avec l'État, c'est en permanence. Ah oui, c'est un besoin essentiel. C'est un travail du quotidien avec les différents services et on essaye d'évaluer au mieux, avec également la forêt privée, le niveau de risque, les enjeux locaux et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour adapter en fait toutes les structures à cette nouvelle problématique. Très clairement, on ne s'était jamais posé la question, une route forestière, jusqu'à présent en Haute-Savoie, ça servait à sortir du bois et puis à accueillir du tourisme. Aujourd'hui, ça va servir aussi à lutter contre les incendies. Merci Maxime de Banizette pour ces précisions. On va donner la parole aux communes. Les communes de Haute-Savoie, c'est Philippe Maqueda, vous êtes président de l'Association des communes forestières, dont le président est Loïc Hervé. Vous êtes également référent national à la Fédération commune forestière sur la problématique chasse. On en a parlé un petit peu. Le mot régulation revient de temps en temps parce que c'est vrai que quand on replante, c'est une question qui est également fondamentale. C'est une crise, forcément, c'est une crise subie. Et quel est votre objectif, les communes forestières, votre objectif face à la crise? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Et du coup, comment on se fixe un objectif? Alors nous, on est plutôt pragmatique en fait face à la situation qui est relativement grave. Et on fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire on se retrousse les manches et on cherche des solutions. Ça, c'est ce que font nos élus du département. J'aimerais proposer le débat, mettre en perspective un peu de quoi on parle. En Haute-Savoie, on a 183 000 hectares de forêt. Ça représente 40% du territoire. 67% sont privés, des forêts privées, et 33% en forêt publique. On a 100 000 propriétaires privés, forestiers,
et à peu près 300 propriétaires publics. En gros, sur une année normale, on récolte 300 000 m3 de bois. Et on a 279 communes en Haute-Savoie. Face aux scolytes, en 2021, alors ça, ce sont des estimations de forêt publique et de forêt privée, on avait en 2021 50 000 m3 de bois scolytés. En 2022, 140 000 m3. D'accord? En 2023, en 2023, 185 000 m3. En 2024, on est à 210 000 m3. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la cinématique sur la cartographie, c'est énorme. Ce qui est en train de se passer, on parlait d'une tempête silencieuse. 2021, 50 000 m3. 2024, 210 000 m3. Fois 4 en 3 ans. Avec un contexte qui est compliqué. La forêt en Haute-Savoie, on est dans un environnement qui est très partagé et très Alors là, utilisé. on est dans le plus beau département de France, que j'aime bien souvent répéter. Voilà. Premier pour le tourisme, oui. Voilà, donc effectivement, on a des personnes qui viennent dans nos forêts, peut-être, sûrement un peu partout et trop souvent. Donc ça, c'est le premier problème. Donc, Solde migratoire positif, une population qui s'accroît. Donc, notre département, on va effectivement, de plus en plus attire. se promener dans la forêt. Voilà, on est par rapport au Grand Est, on a un peu plus de relief. On a encore sur certains sommets un peu de neige quand même. Donc on doit cohabiter et on doit faire en sorte de ne pas détruire les sols, aggraver la situation. Et pour autant, on est dans l'obligation de sortir ces bois. Donc c'est extrêmement... On l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est qu'il faut aller vite. Exactement. Alors, mais pour aller vite, il faut pouvoir accéder. Voilà, donc nous ce qu'on a fait là, c'est parmi les outils, l'objectif c'est... En fait, il faut regarder la fin. On a des bois secs qu'il faut sortir. Les conditions sont extrêmement compliquées. Donc nous, la première problématique que nous rencontrons, c'est qu'il faut trouver des personnes qui viennent récupérer ces bois. La main-d'œuvre. Exactement. Donc pour avoir de la main-d'œuvre, en fait, on s'appuie aussi, grâce à l'ISETA, à tout ce qui est formation des jeunes pour attirer. Et aujourd'hui, la filière bois attire, mais on aimerait qu'elle attire beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier problème sur lequel on doit s'orienter et essayer de travailler. Après, nous, au niveau des communes forestières, ce que nous avons fait avec l'ONF, là, on a établi un groupement de commandes. On a un contrat. L'objectif, moi, c'est toujours de voir l'aval. Finalement, les bois, si on les commercialise, il faut qu'on ait des acheteurs. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre les acheteurs de nous acheter les bois, pour autant des bois locaux, qu'on arrive à marteler, comme le fait notre président Charlin, de dire finalement, achetons du bois local, mais on a tous du bois autour de nous. Donc, autant qu'il soit de chez nous. Alors ça va être bien le thème également de la deuxième table ronde, où justement, on va se dire comment est-ce qu'on peut valoriser ce bois mieux que ce qu'on peut le faire actuellement. Et il va falloir le faire de plus en plus. Donc dans les axes, convaincre. Voilà. Donc dans les axes, ce que nous avons fait, c'est déjà pour fournir à nos scieurs et alimenter leur marché du 1er janvier au 31 décembre. On est en train d'élaborer des plateformes de stockage de bois. Notre maire tout à l'heure l'a rappelé, on en a une qui fonctionne sur Bonneville, au Haut-Navarre. On a l'objectif d'en faire une autre dans Chablais, une autre côté secteur Grand Annecy pour pouvoir en fait finalement servir les scieurs toute l'année. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut qu'on donne de la visibilité aux personnes qui travaillent dans nos forêts. Donner la visibilité, c'est leur dire, voilà, on a un marché, on estime le marché, donc c'est le marché à grande commande. On va aider les communes pour éviter de faire de l'administratif. Voilà. Donc, on va simplifier les procédures et donner de la visibilité aux ETF pour pouvoir les attirer et les faire travailler dans nos forêts. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire actuellement. On verra donc effectivement comment on peut tous s'entraider. On peut peut-être donner la parole à l'État. Cédric Godefroy, vous êtes chef de la cellule milieu naturel, forêt, chasse, à la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie. Bon, je pense que vous êtes comme tout le monde sur le constat. La crise est là, on l'a subie, sur le terrain, ça se voit. Comment est-ce que l'État réagit? Comment est-ce que l'État vient prendre sa place auprès des forestiers et des communes? Alors, Oui, ça marche.
Alors effectivement, le constat, on le partage complètement. La première chose, c'est il y a eu un arrêté régional qui a été pris de lutte contre le scolite, dans lequel l'ensemble des communes du département de la Haute-Savoie ont été placées en communes en crise. Alors, ça montre déjà que l'État considère la situation comme grave. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qui est important aussi derrière, c'est que non seulement il y a une valeur incitative, c'est-à-dire qu'il y a une obligation d'exploiter les bois scolités, mais aussi derrière, ça va amener un accès aux propriétaires qui s'engagent à des fonds bonifiés pour le renouvellement forestier. Donc ça a quand même cet effet-là. Après, au-delà de ça, effectivement, le renouvellement forestier, c'est-à-dire ce qui va se passer derrière, c'est un vrai enjeu. Et on en a parlé, on en a parlé tout au long. C'est un enjeu qui est d'autant plus important qu'on est sur une crise qui est dynamique. Ça rend la chose d'autant plus complexe, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé d'un état 0 à un état instable sur lequel on pourrait se dire, bah voilà, la solution c'est celle-là terminée. On est sur un état instable qui va se prolonger. Et on parle d'un sujet où, c'est un sujet où, comme le disait M. Muffat, on est sur du long terme. Comment on renouvelle? Et moi, j'avais retenu un peu le désarroi partagé des forestiers privés comme publics. Hein, et je crois que c'est Sylvain Rougier qui me disait je suis en train de désapprendre tout ce que j'ai appris à l'école. C'est ce qui montre un peu l'ampleur du sujet. Donc, on partage évidemment complètement ça. Et c'est vrai que l'enjeu du renouvellement est extrêmement important. Et donc là-dessus, l'État a plutôt axé son aide sur le renouvellement forestier. Donc là, via le plan de relance en 2021, ensuite France 2030 et désormais France Nation Verte. Donc voilà, ce sont essentiellement des aides au renouvellement forestier quand on parle des aides directes, mais qui au-delà de ça, il y a tout l'aspect des aides indirectes qui sont mises sur la filière. On a une idée de l'enveloppe que ça peut représenter à l'échelle du département? Alors, simplement pour donner quelques ordres d'idées sur le plan de relance et France 2030, ça a représenté pour la Haute-Savoie, c'est 480 000 € entre 2021 et 2024 qui ont été mis sur le département pour les aides au renouvellement. Et là, alors c'est plus complexe, c'est même plus simple. C'est-à-dire qu'on a 150 millions € qui sont mis à l'échelle de tout le territoire français, et ça va être au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous déposez les dossiers au fil de l'eau, ils vont être traités jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, allez-y, c'est le moment, j'ai envie de dire, c'est le moment d'aller demander ces aides au renouvellement forestier. Ok, il faut faire des dossiers, mais après, on est face à une administration. Et là aussi, je crois que vous avez pris un peu la mesure de la difficulté à laquelle tout le monde est confronté, et vous allez faire des efforts pour que ça soit facilité. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une réglementation, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des arrêtés qui fixent les seuils à partir desquels une autorisation de coupe est demandée. Donc ça, c'est effectivement mon équipe qui fait ça. Alors quand je dis mon équipe, je tiens quand même à préciser, mon équipe, c'est 2 personnes. Donc c'est une personne qui gère tout ce qui est coupe et défrichement, et une autre personne qui gère notamment tout l'aspect des FCI, l'aspect des serres forestières, les chartes forestières, la filière. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut avec ces moyens-là, et ça représente quand même beaucoup de dossiers chaque année. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment, et on le voit aujourd'hui, on facilite énormément les autorisations administratives de coupe. On fait en sorte qu'elles sortent très très vite. Alors, je sais que c'est jamais suffisant, mais en tout cas, on fait de notre mieux. Et aussi, alors, c'est vrai que les forestiers nous le disent souvent, la forêt, c'est aussi dans un milieu naturel. Dans ce milieu naturel, il y a notamment des cours d'eau, et ces cours d'eau font l'objet de réglementations particulières. Les collègues du service de l'eau sont aussi complètement mobilisés sur ce sujet-là pour faciliter l'exploitation forestière au maximum. Et on peut terminer avec le volet communication. On va bien parler dans la deuxième table ronde. Là aussi, vous avez une carte à jouer au niveau de l'État pour aider à cette communication. Oui, tout à fait. Alors, sur ce volet-là, effectivement, on en a parlé, là, on est dans un territoire qui est assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, on a beaucoup de sportifs et d'usagers de la montagne, et c'est vrai qu'avec la crise scolite, cette exploitation, parfois, elle est mal vécue par les usagers et mal comprise. Donc, on a un vrai enjeu de communication. Et c'est vrai que j'ai basculé tout de suite sur les aides, mais la façon de prendre à bras-le-corps la crise au niveau de l'État, ça a été de mettre en place une cellule de crise en 2024. Donc,
juin 2024, première cellule de crise. Il y en a eu une deuxième début 2025 et il y en aura une troisième. Et justement, ce volet communication sur la crise est ressorti comme l'un des enjeux importants. Et on prend notre part. Donc, on a sur le site internet des services de l'État, si je ne suis pas sûr que tout le monde l'utilise, mais en tout cas, il a été mis à jour récemment, notamment sur ce volet crise scolite. Et on va essayer de renforcer cette communication commune avec l'ensemble des partenaires et on prendra notre part dans la communication. Et vous êtes présent sur le terrain, n'importe comment on dit, avec la DDT, donc ça aussi, il y a toute une bonne parole qu'on peut... Exactement, c'est l'avantage encore de nos services. On est quand même assez présent sur le terrain et c'est vrai que cette parole-là, j'ai envie de dire que l'ensemble des collègues de la DDT peut aussi l'apporter dans ces domaines de métier. Merci Cédric Godefroy pour ces précisions. Je crois que c'est important pour tout le monde ici de vous entendre, tous vous qui êtes quelque part à un niveau de responsabilité sur le sujet. On voit qu'il y a un vrai consensus et une vraie prise de conscience. On va donner la dernière parole à Martial Sadlier, président du département. J'imagine que vous aussi, vous êtes, et on l'a dit, vous êtes un des partenaires, 40% du territoire, c'est de la forêt. Donc, le département a aussi des choses à faire. Oui, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président. Je voudrais saluer d'abord toute l'équipe de l'Union des forestiers privés 74, les élus et l'équipe salariée, représentants de l'État, Office national des forêts, la DDT. J'ai aperçu des maires et des anciens maires donc, que je salue. Et puis il y a le président de la fédération de chasse également qui est présent, puisqu'on sait qu'il y a des enjeux très importants entre la chasse et puis... la part de régulation. Oui. Ouais, et puis le monde de la forêt. Voilà, merci d'avoir invité le département, Président. Alors, d'abord, le département n'a pas de compétences directes sur la forêt. Je me permets de le rappeler. Nous, on est obligé de s'occuper des collèges, on est obligé de s'occuper des personnes âgées, des handicapés, des mineurs en danger, des mineurs étrangers qui arrivent sur le département. On est obligé de s'occuper des routes et des pistes ciblables le long des routes départementales. Mais après, pour ce qui est du reste, on vient là-dessus parce qu'il y a la volonté politique, je vais y revenir très clairement. Dans un contexte budgétaire très difficile, voilà, je pense que vous avez la télé, vous allumez la radio dans les voitures, regardez Internet. On nous saigne encore cette année de 20 millions d'euros, puisqu'on nous fait un prélèvement de 20 millions d'euros pour participer à l'effort de redressement de la nation, et on a bien compris qu'il y avait d'autres efforts qui allaient nous être demandés. Donc, on va sur les autres secteurs par volonté politique et on va sur les autres secteurs avec l'argent qui nous reste. Bon, la première bonne nouvelle, je vais m'attendre autour du pot, c'est qu'on ne va pas se désengager de la forêt. Mais je me permets de redire au nom de mes collègues qu'on n'est pas obligé, vous le savez, de mettre les aides que l'on met. Pourquoi on met ces aides? D'abord, le président du département et les collègues du département, nous sommes confrontés à quelques secteurs d'activité qui traversent une mauvaise passe. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, on est parfaitement conscient du bois scolyté et des incidences directes qui interviennent, y compris d'ailleurs sur les compétences du département. Et quand j'ai la fin du moteur thermique dans l'industrie du récoltage, quand il y a le réchauffement climatique qui va condamner une dizaine de stations de ski, on ne va pas condamner le ski, on ne va pas condamner le ski, mais qui va condamner une dizaine de stations de ski. On la peine de tourner autour du pot. Ou quand j'ai 300 000 m3 de production de bois en Haute-Savoie, puis qu'il y en a 210 000 de bois scolité, bien évidemment que ça ne laisse pas insensible l'Assemblée départementale et le président du département. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ensemble, et je vous en remercie, forêt publique et privée, élaboré le fameux plan forêt départemental, pour réaffirmer d'abord que nous, on ne fait pas de différence entre la forêt publique et privée, très clairement. Et donc les aides sont les mêmes pour la forêt publique et privée. Et ce plan, je vous en remercie, d'abord parce qu'on l'a élaboré avec vous. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la forêt. Moi, c'était plutôt la vigne et les pommes et les petits fruits. Là, j'en connais un rayon, mais en sapin, je ne connais rien. Et en feuilles non plus. Et donc, c'est le contenu du plan forêt, c'est la forêt publique et privée qui l'a élaboré, et nous, on a voté ce que vous nous avez demandé de voter. Et 2 ans après, eh ben, le truc, il fonctionne. Donc, le point positif, ça veut dire qu'on n'a pas tapé à côté.
Parce que quand on est élu et qu'on vote un plan et qu'on met des crédits, si 2 ans après, dans une commune, une interco, au département, à la région, les crédits ne sont pas dépensés, c'est pas de la bonne gestion. Ça veut dire qu'on a tapé à côté. Et si le plan pêche, le plan chasse et le plan forêt fonctionnent, ça me coûte d'ailleurs même un peu plus cher que ce que ça devait me coûter. Mais à la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a tapé au bon endroit. Et que, voilà, et que sur le plan de l'investissement, sur le fonctionnement, c'est plus difficile. Mais sur le plan de l'investissement, je vous le dis, il n'y aura pas de limite aux droits de tirage. Et notamment cette année, on va augmenter de 250 000 euros l'AP. J'ai rajouté 500 000 euros d'AP sur le public et privé, parce qu'on sent que le truc il monte en puissance. Et puis malheureusement, la carte avec les points noirs monte. Elle ne va pas aller en s'arrangeant. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ce matin, mais a priori, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter tout de suite. Il y a un gars qui s'appelle Trump, là, qui est arrivé aux États-Unis. La Chine reste la Chine, l'Inde reste l'Inde. Et nous, on peut bien faire tous les efforts qu'on veut. Je rappelle qu'on pèse 0,01% des émissions de CO2 au niveau de la planète. Nous, on peut arrêter de respirer. Tant que vous avez les États-Unis, la Chine et l'Inde qui continuent de faire ce qu'ils font, ça va pas, le thermomètre va pas s'inverser tout de suite. Il va s'inverser un jour, parce que de toute façon, on fonctionne comme ça. Mais a priori, c'est quand même pas pour tout de suite. Voilà. Donc oui, on sera présent et on va continuer d'être présent. Et dans le budget 2025, j'augmente en investissement la capacité de tirage pour qu'on puisse suivre la montée en puissance du plan forêt. Voilà. Alors, nous, il y a l'aspect, un secteur économique qui souffre, donc je fais ce que je peux, même si je ne suis pas compétent. Et notamment, vous savez que je ne suis pas compétent, je ne suis plus compétent en économie. C'est la région qui est compétente en matière économique. Mais très clairement, l'incendie me préoccupe. Il me préoccupe en tant que président de département, mais il me préoccupe plus en tant que président du SDIS, puisque je vous rappelle qu'en France, à la minute où le président devient président du département, c'est le patron des pompiers. Et même si c'est un petit peu oublié, mais ça c'est la vie, c'est pas la première fois que je fais un truc puis que c'est oublié, mais c'est quand même le président du SDIS qui a provoqué la mise en place de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État sur l'incendie. Hein, puisque c'est moi qui ai demandé au préfet Espinasse à l'époque, ça a été repris par le préfet actuel, la mise en place du schéma départemental et des commissions départementales. Et c'est le SDIS qui a été à l'origine, à travers la réécriture de Source Bac, du schéma départemental sur les incendies de forêt. J'ai la chance d'être également président de l'agence de l'eau, donc j'ai tout un comité scientifique qui est à ma disposition. Le Mistral va remonter, puisque le vent, le Mistral, c'est le choc thermique entre la masse d'air chaud et la masse d'air froid. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Météo France Bac plus 6 pour comprendre qu'à partir du moment où ça se réchauffe, la masse d'air chaud remontant, le choc thermique entre le chaud et le froid va remonter à l'intérieur des terres. Et donc, très clairement, on aura de plus en plus des pourcentages d'humidité dans nos forêts qui vont approcher le seuil d'inflammabilité, puisque les forêts ne brûlent que lorsqu'il y a un pourcentage d'humidité très faible. Sinon, un sapin, ça ne brûle pas tant qu'il n'a pas atteint le seuil d'humidité. On sait maintenant que ce seuil d'humidité va arriver dans les Alpes du Nord. Et très clairement, ça va être accentué par le fait qu'on aura de plus en plus de vent. Et moi qui fais beaucoup de vélo, comme un certain nombre d'entre vous, enfin le vélo en ce moment, pour moi, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'en profite pour dire que je suis arrivé en retard et je vais partir assez, parce que j'ai une hernie discale carinée qui me fait souffrir abominable dès que je suis assis. Mais en tout cas, le Mistral va monter à l'intérieur des terres, et donc dans les décennies qui viennent, la Haute-Savoie sera confrontée à des incendies gigantesques, ou potentiellement à des incendies gigantesques, du fait du taux d'humidité des végétaux et du fait du vent, qui sera de plus en plus présent sur la Haute-Savoie, encore une fois, du fait que les chocs entre les masses d'air chaud et d'air froid vont correspondre à peu près au milieu de la France. C'est pour ça qu'on a besoin et qu'on a acheté tout un plan, on a lancé un plan de camions spécialisés sur les feux de forêt en Haute-Savoie. On va en recevoir 10 d'ici à la fin du mandat. C'est monstrueux, hein, c'est des camions qui valent 400-450 000 euros pièce et qu'il faut impérativement, au-delà des moyens aériens, parce qu'on aura des moyens aériens de plus en plus. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Canadaires viennent faire des essais de remplissage au lac d'Annecy pour se préparer à l'avenir, et qu'on aura besoin absolument, avec toutes les difficultés qu'il y a, de schémas de desserte. C'est pour ça qu'on met le paquet sur le financement des schémas de desserte, même si aujourd'hui, une partie de notre société, vous le savez, pas vous, hein, pas moi, mais une partie de nos concitoyens, cette société très urbaine, ne comprend pas et n'accepte pas
qu'un arbre, ça naît, ça pousse, ça meurt, et il faut le couper, et qu'on a besoin, pour protéger les autres arbres, eh bien, d'en couper pour faire des schémas de desserte et faire des aires de stockage. Mais André a été élu d'une zone très urbaine à Annecy. Le changement de mentalité de nos concitoyens fait que même dans la vallée du Gifre, même dans nos milieux reculés, il y a des gens qui n'acceptent plus qu'on coupe un arbre. Et pourtant, il faut qu'on coupe des arbres, parce que quand il est de nature, il faut le couper, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et il faudra qu'on coupe des arbres pour faire des routes d'accès, pour nous préparer contre les incendies. Je sais, je suis trop long, mais quand je me déplace, et comme Il faut que ça vaille la peine. il faut que ça vaille la cour, avec mon herbe fiscale, et de toute façon, fallait pas me donner le micro. Voilà, Ça, c'est le point. c'est dit. Sur les incendies. Le deuxième point dont personne ne parle, c'est la carte postale. La Haute-Savoie, c'est le plus beau département de France. La Haute-Savoie, c'est un truc magique, c'est un truc de dingue, et notamment sur la destination touristique par rapport à d'autres départements qui sont 100% ski. Nous, on a la chance d'avoir un tourisme équilibré été-hiver. Et dans ce tourisme équilibré, il y a les stations villages. Et dans ce tourisme équilibré, il y a le tourisme été-hiver où les gens, il n'y a que la Haute-Savoie qui peut offrir de faire du ski au milieu des sapins, où il n'y a que la Haute-Savoie qui peut offrir des balades au milieu des sapins, au milieu des alpages. Et quand vous avez toutes ces tâches apocalyptiques de forêt sculptée, c'est pas bon pour la carte postale de la Haute-Savoie. Et c'est pas bon pour le tourisme. Et moi, je le dis, je l'assume en tant que président du département, qui a 30% de sa richesse qui est liée au tourisme, et ben, je suis préoccupé par cet aspect-là de la carte postale de toutes ces forêts sculptées. Moi, je suis le canton, quand je monte à Brison et au Mont-Saxonnet, si vous prenez la route du Mont-Saxonnet, et que vous avez le long du Bronze là-bas, toute cette vallée qui est magnifique le long du Bronze, mais il n'y a plus que des arbres morts, parce qu'il y a eu un coup de vent il y a 5 ans, c'est tout sec. C'est une catastrophe, on a l'impression de ne plus être en Haute-Savoie. Donc, je suis très préoccupé par cet aspect-là. Puis, le troisième élément, c'est la sécurité routière, puisque le long des 3000 km de route départementale, c'est partagé aussi par les maires, Jean-Charles, monsieur le maire d'Oignon, c'est que nous avons aujourd'hui de plus en plus de coups de vent, vous le savez, qui fait qu'on a des bois scolités le long des arbres, le long des routes, qui tombent sur les routes. Alors, quand elles tombent sur une route vide, ça pose un problème, on se fait engueuler parce que le matin, les routes sont bouchées, le temps qu'on intervienne, etc. Mais je rappelle qu'au début de mon mandat, j'ai eu un décès avec un monsieur qui a été tué, qui a vraiment pas eu de chance, parce que statistiquement, passé pile au moment où l'arbre tombe. Mais comme quoi, c'est arrivé une fois dans le Chablais, et je suis très préoccupé. Et sachez que je coupe 400 arbres par an, scolités, le long des routes départementales, et qu'en 4 ans, j'ai multiplié par 3 le nombre d'arbres scolités. Donc, il y a un vrai enjeu de sécurité de nos concitoyens qui se baladent sur les routes. Voilà. Puis, dernier élément, je suis président de l'Agence de l'eau. Ben, je rappelle et je martèle, vous n'utilisez pas assez cet argument que 40% de l'eau qui tombe du ciel en Haute-Savoie, hein, avec la chance d'avoir une pluviométrie qui est de 700, 800, 900 mm sur l'avant-pays, mais qui est, par exemple, sur le Chablais, sur le bassin versant des Drances, c'est 1300 mm d'eau. C'est monstrueux. Et cette eau potable, elle tombe à 40% sur les forêts. Et donc, elle tombe à 40% sur un terrain qui n'a pas d'intervention chimique, qui n'a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Et ces forêts, eh bien, elles filtrent, elles stockent l'eau pour les zones urbaines de la Haute-Savoie, sans compter, vous savez, mieux que moi, la protection sur les risques naturels, avalanches ou les cailloux, qui sont retenus pour les sapins. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, on va bien évidemment reconduire les aides, on augmente, et moi je suis très heureux parce que, alors moi je répète ce qu'on me dit, hein. J'espère qu'on ne me le dit pas pour me faire plaisir, mais on me dit que sur Rhône-Alpes, sur l'ancienne région Rhône-Alpes, on est le département qui fait le plus à travers le plan forêt public-privé, puisque l'année dernière, on aura décaissé 800 000 € d'aide directe pour replanter, pour couper les bois scolités, pour faire des dessertes, pour faire des aires de stockage, pour préparer l'avenir de la forêt. Et a priori, je crois que c'est à peu près équilibré, moitié-moitié, public-privé. Alors, vous allez me dire que c'est déséquilibré puisque vous représentez 67%. Je le dis, il y a un message à passer aux propriétaires privés qui n'est pas de mon fait, c'est la loi de la République, c'est comme ça.
Ce qui remonte un peu le propriétaire privé, c'est de devoir avancer l'argent. Puisqu'en fait, le principe d'une aide du département, je ne peux la décaisser que quand il y a eu l'avance d'argent. Alors ça marche plutôt pas mal sur la forêt publique, parce que les communes, vous êtes habitués à faire des projets. Les communes sont habituées à faire des projets, une salle, piscine, un terrain de jeu, etc. Ils décaissent l'argent et après ils touchent 40% ou 30% d'aide du département. Dans la culture d'un propriétaire privé, c'est normal, c'est pas dans la culture d'un propriétaire privé, au-delà du morcellement, etc. Donc on a encore ce travail de pédagogie à faire auprès des propriétaires privés qui ont des parcelles scolytées en disant allez-y, si vous coupez, si vous y allez, si vous repeuplez, vous toucherez bien 500 €, etc., du département de la Haute-Savoie. C'est, me dit-on, le dernier un petit peu frein pédagogique à expliquer auprès de nos propriétaires privés. Mais en tout cas, sachez qu'encore une fois, on a réabondé de 500 000 € le point. Et puis, dernier élément, saisissons-nous de ça. Pour la première fois, j'ai inscrit dans le 12e programme des agences de l'eau que les forêts étaient éligibles au programme de l'agence de l'eau. Comme c'est la première fois, il faut inventer les mesures, mais sachez, je me suis battu, puisque je suis président de l'agence de l'eau et du comité de bassin Rhône-Méditerranée, pour que désormais, s'il y a des trucs intelligents qui se font autour de l'eau, et bien que les forêts soient éligibles aux aides de l'agence de l'eau. Voilà, mes services. Les collègues, hein, vous savez qu'il y a Marie-Louise Donzel qui s'occupe de ça au niveau du département. On est à votre disposition et si on peut continuer d'abord de rester les premiers, parce que ça, moi, j'y tiens. Et deuxièmement, si on peut continuer à être innovant et à faire des choses innovantes avec vous, ben, mon bureau est grand ouvert. Merci Martial Sadier. On peut vous remercier, vous applaudir. Vous et les autres intervenants de cette première table ronde, on a parlé du constat. Je vais vous inviter à reprendre place dans la...